Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec, Radio Rec. It's on air. L'histoire nous montre qu'il faut être prudent à ce sujet. Alors c'est sûr, c'est contemporain donc. C'est Pompidou et Giscard en 73 qui nous ont mis dans la main des banques. Pour faire passer la pilule discrètement. On en parlait déjà depuis plusieurs semaines, c'est dans les tuyaux. Maintenant, c'est absolument pas le même contexte politique. Voilà, on a appris quoi. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect avec ce soir Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico et bonsoir à tous. Et bonsoir Hugo. Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas. On est évidemment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect avec un programme chargé. Mais je vous rappelle juste avant de débuter que vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook pour évidemment prolonger les débats, nous en donner de nouveaux, réagir aux émissions. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à communiquer avec nous par le biais de ces réseaux sociaux. Demandez le programme dans un instant de cette émission consacrée en grande partie à des sujets d'actualité finalement. Eh bien, avant cela, Marc nous parlera d'un livre, Afrique, la guerre en cartes. Voilà, nous en saurons plus dans quelques minutes lorsque Marc nous en parlera, bien évidemment. Puis les élections en Grèce, je disais actualité évidemment, avec la victoire du parti Syriza d'Alexis Tsipras de l'extrême gauche. Nous y en parlerons dans cette émission. Cela fait également écho à une émission que nous avions enregistrée il y a quelques années maintenant, quelques mois, parce que bon, ça fait quand même pas 10 ans qu'on est là non plus, mais voilà, sur la Grèce, où nous parlions évidemment de la dette de la Grèce, et nous parlions déjà à l'époque lors des présidentielles de la montée de certains partis en Grèce. Et là, eh bien, c'est à l'occasion de ces élections législatives que son mouvement d'Alexis Tsipras eh bien, a fortement monté, puisqu'il prend évidemment le pouvoir sur l'Assemblée législative en Grèce. Enfin, nous reviendrons sur la mémoire de la Shoah avec les commémorations des 70 ans de la libération des camps nazis. On pense évidemment au camp d'Auschwitz qui est tristement connu et célèbre dans le monde. Nous y reviendrons à la fin de cette émission. Mais avant, eh bien, nous souhaitions commencer par un coup de gueule. Une fois n'est pas coutume, c'est assez rare finalement que nous lancions des coups de gueule en début d'émission. On en parle souvent, ils sortent au fur et à mesure de l'émission dans nos débats, les coups de gueule. Voilà, un petit coup de gueule ce soir sur la sécurité routière. Là aussi, ça fait écho à une émission que nous avions réalisée en mars 2013, le 14 mars 2013. Si vous voulez la réécouter, je me souviens qu'il y avait Marc notamment dans ce débat, je ne sais plus qui d'autre exactement, où nous parlions de ces règles de la sécurité routière, les radars bien sûr en permanence, eh bien ils sont en augmentation, qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient fixes, ces radars automatiques, ou bien que la police y soit. On a déjà parlé de ces radars embarqués, invisibles, indétectables finalement quasiment à l'œil nu. Eh bien là, vous le savez, des chiffres de la sécurité routière sont sortis, ils sont mauvais, puisque la dynamique qui visait à réduire le nombre de morts sur les routes a été cassée en 2014. Il y a donc plus de morts sur les routes en 2014 qu'auparavant. Et donc de nouvelles règles, évidemment, vous le savez, on en a déjà parlé dans cette émission à de nombreuses reprises. Lorsqu'il y a quelque chose, le gouvernement réagit directement. C'est le cas sur le terrorisme et c'est évidemment aussi le cas sur la mortalité routière. Eh bien, cette augmentation de la mortalité induit évidemment une prise en compte un petit peu des revendications des associations, et là où se poserait peut-être un coup de gueule, et je vais en débattre avec Hugo et Marc tout de suite, eh bien c'est sur les mesures prises. Alors entre autres, la réduction de la vitesse à 80 km/h va être étudiée sur les axes où les voitures peuvent se croiser, les départementales où il n'y a pas de barrière de sécurité au milieu. Rappelons qu'aujourd'hui c'est à 90 km/h. Dans la même veine, même si ce sont des mesures principalement d'antipollution, rappelons que la vitesse sur le boulevard périphérique a été réduite en 2014 déjà. D'autres mesures sont évoquées, le fait d'interdire les kits main libre, à savoir par le biais des écouteurs, c'est-à-dire que les seules choses qui seraient finalement
qui resterait autorisé, ce serait le fait d'avoir des dispositifs intégrés dans la voiture. Bien sûr, les associations sont contre, mais pour le moment, il n'est évoqué que l'interdiction des écouteurs, des oreillettes que l'on peut posséder aujourd'hui afin de ne pas avoir son portable en main lorsqu'on appelle. Bon, ce qui, entre parenthèses, peut-être est une forme d'hypocrisie, puisqu'on sait très bien qu'il faut composer un numéro pour pouvoir répondre, enfin pour pouvoir appeler quelqu'un. Donc voilà, ces kits sont faits en fait que pour répondre aux gens qui nous appellent. Mais voilà, peut-être une forme d'hypocrisie, en tout cas, que je soulève dans le fait d'avoir des kits main libre où finalement, pour téléphoner, il faut quand même utiliser, mine de rien, son téléphone. Et puis, la réduction de l'alcoolémie pour les jeunes conducteurs, elle serait encore réduite. Rappelons là aussi que dans certains pays, eh bien, il faut avoir un taux de 0 g par litre de sang pour pouvoir passer les tests, ce qui n'est pas le cas en France, puisqu'il y a eh bien, un seuil un peu plus élevé, c'est-à-dire que l'on peut avoir bu jusqu'à en gros 2 verres réglementaires pour cela. Hugo, je te vois réagir. Peut-être as-tu une première réaction sur ce sujet de la sécurité routière. Est-ce qu'on peut juger pertinent ces réformes peut-être à venir, hein? Ce n'est encore pour le moment que du débat, rien n'a été voté évidemment. Alors voilà, puisque rien n'a été voté, on ne va pas juger de la pertinence évidemment. Mais il est vrai qu'il faut rappeler que je pense que les décisions devraient être prises déjà par des études un peu plus poussées que de la réaction après la sortie de ces études en question sur des chiffres, mais plus étudier les voies proprement touchées par les accidents, etc., les voies accidentogènes notamment, en plus des causes évidemment. Parce que, on ne va apprendre à personne que la fatigue, l'alcool, la drogue et de multiples facteurs de déconcentration, comme peuvent l'être le téléphone, sont accidentogènes. On parle d'une réduction, par exemple, du champ de vision lorsqu'on est au téléphone, parce qu'on est concentré sur la personne avec qui on parle, finalement. Évidemment, mais finalement, ça peut aller très loin, parce que en voiture, tous ceux qui sont conducteurs le savent, il faut une extrême vigilance à tout instant, je dirais, parce que peut advenir ce qu'il peut advenir, hein. Des choses totalement impromptues peuvent advenir, et avec la vitesse aidant, il faut un degré d'anticipation aussi. Donc on peut arriver jusqu'à interdire aux personnes d'un même habitacle de communiquer entre eux, parce que finalement on se déconcentre. Et puis on peut aussi interdire l'utilisation d'un autoradio, parce que finalement des gens sont morts en changeant de chaîne ou en cherchant une autre station. Donc voilà, finalement, il faut aussi des fois essayer d'être plus pédagogue, je dirais. La cigarette au volant qui est plus ou moins, qui est tolérée, parce qu'en réalité, on n'a pas le droit normalement de faire autre chose que de conduire, mais qui aujourd'hui n'est pas sanctionnée par la police. Voilà, ce sont des choses comme ça, parce que finalement, au volant, si vous faites autre chose que de conduire exclusivement, vous êtes distrait, donc vous êtes moins attentif, donc évidemment... vous avez plus de chances d'avoir un accident, c'est logique. Mais voilà, on peut pas. Est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de manger au volant, de se recoiffer au volant? Voilà, c'est. Mais évidemment que réduire et aussi par les technologies permettre, je trouve, maintenant ça se développe de plus en plus automatiquement dans les voitures, les kits main libre sont intégrés, je l'apprendrai pas à Marc, sont intégrés aux autoradios, donc voilà, il est très facile de parler à travers son kit main libre comme l'on parlerait avec quelqu'un qui est assis à côté de soi, et ça déconcentre, je dirais, beaucoup moins que si on est un œil sur la route, un autre sur le téléphone. Évidemment que là, la déconcentration est beaucoup plus flagrante et beaucoup plus dangereuse. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi voir, être plus pertinent et ne pas vouloir taper partout, mais taper là où... Quand je dis taper, agir plus exactement, agir là où les morts sont les plus nombreux. Et donc, faut faire attention. Et puis, je pense qu'il ne faut pas mettre dans le même sac les appels, les vœux des associations pour la sécurité routière et les vœux de Bernard Cazeneuve qui gère ces dossiers-là. Et Bernard Cazeneuve, par exemple, s'est désolidarisé du vœu de mettre des voies à 80 partout. Il a dit, voilà, ça va être étudié pour certains tronçons, mais ce ne sera certainement pas généralisé.
Alors Marc, je me souviens de ton point de vue dans l'émission précédente de 2013, mars 2013, où tu effectivement poussais un coup de gueule contre ces réformes ces réformes sans cesse, ces lobbies qui finalement ont un aspect un petit peu peut-être trop protectionniste et qui finalement amènent à réduire une vitesse parfois. Comment dire, on se retrouve dans des situations où la vitesse qui est faible du coup est presque aberrante, où on a la sensation de pas avancer finalement alors que la route serait sécurisée, ce genre de choses par exemple. Déjà, as-tu toujours le même point de vue et que penses-tu au regard de cette actualité où voilà, la mort remonte, alors c'est un fait, mais faut-il la combattre avec un arsenal de mesures proposées souvent et en permanence par les associations. Voilà, est-ce qu'il faut s'appuyer davantage sur des études et voilà, je sais pas. Il y a déjà plusieurs choses. La première chose que j'ai envie de dire, c'est on est à peu près 40 millions d'automobilistes en France. Je crois que c'est à peu près ça les chiffres. Les morts sont un peu plus de 2000, je crois, exactement, même si on a une petite hausse qui doit osciller entre 100 et 200 morts. Bon, c'est quand même une hausse, évidemment, mais comme c'est un chiffre assez peu élevé, tout de suite, la hausse est tout de suite montrée du doigt, etc. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que je trouve aujourd'hui prodigieux que sur 40 millions d'automobilistes, il y ait à peine 2000 morts. C'est la première chose, donc ça veut dire que ce ne sont pas les limitations ou de vitesse ou autres qui font que la donne change. Il y a aussi, voilà, comme disait Mitterrand sur d'autres sujets, il faut faire d'abord changer les mentalités. Les mentalités sont changées. Et ce qui, moi, me dérange bien plus, c'est que aujourd'hui, quand on regarde ceux qui ont des accidents, les morts, on compte aussi bien ceux qui sont à l'origine de l'accident ou ceux qui ont, subi les conséquences d'un conducteur tiers qui a conduit n'importe comment et qui est rentré ou qui a doublé alors que l'espace entre la voiture et la voiture qui doublait et celle qui arrivait n'était pas suffisant. Donc du coup, la voiture qu'il doublait se rabat et puis évidemment collision dantesque. La chose que j'ai envie de dire, c'est j'ai toujours la même opinion que la dernière fois, mais je pense que si l'État voulait vraiment faire quelque chose, alors certes, la vitesse y est pour beaucoup, l'alcool y est pour beaucoup, les distractions, téléphone, aussi cigarettes, faut pas se leurrer quand même, hein, le fait d'allumer une cigarette en voiture, on regarde d'abord son briquet avant de regarder la route, faut quand même le dire, le portable, les SMS, ok, d'accord, mais dans les accidents, à mon avis, qui sont les plus importants, dans les accidents qui sont mortels, il y a quand même des situations qui, en elles-mêmes, nécessitent d'avoir des conducteurs qui, eux, sont complètement irresponsables. Pour causer la mort de quelqu'un, il faut soit rouler très vite comme un malade. Alors, moi, ce que j'inviterais à faire l'État, mais évidemment, elle n'a aucun intérêt à faire, étant donné les revenus que ça lui apporte, ses radars et ses limitations. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré, je ne les ai pas là, mais pour les préparer l'émission, j'en ai regardé quelques-unes, qui démontraient que le budget, le budget récolté par les radars était excessivement élevé, ce qui permettait à l'État de payer... Alors, évidemment, des trucs qui vont nous dire sérieux, mais ça peut aussi servir les repas de l'Élysée ou autres, hein, qui sont pour Le Pen extrêmement élevés. Non, mais bon, ça c'est pour donner un exemple qui évidemment ne résume pas. Donc là, l'argent est fort. Moi, ce que j'inviterais à faire, c'est que quand on voit que ceux qui sont responsables de la mort en voiture sont des conducteurs qui sont multirécidivistes, faut pas se leurrer, hein, c'est évident. Moi, j'appellerais l'État à contacter les assurances pour voir qui sont les personnes qui potentiellement... Il faudrait regarder sur 2000 morts, combien, regardez ces personnes-là, regardez le curriculum vitae niveau assurance de ces gens-là. Est-ce qu'il y a eu des accidents avant, etc. Quand on cause un accident mortel, soit on y est pour rien, comme par exemple la personne que je disais qui se faisait doubler et qui est obligée de rabattre et tombe dans le fossé, par exemple, soit c'est la vitesse, on roule comme un malade et on est obligé de se taper. Et les assurances ont un listing très important qui démontre que, ce qui fait que votre prix aussi vertigineusement ou non, c'est l'assurance est en mesure de dire si ce sont des bons ou des mauvais conducteurs. Quelqu'un qui est un bon conducteur a une probabilité minime, je suis certain, d'avoir un accident mortel, à part s'il n'est pas à l'origine de l'accident. On est bien d'accord pour ça. Les personnes qui, elles, ont toujours des accidents, qui ont des retraits de permis, des suspensions de permis liées à la vitesse, ou à l'alcool, c'est sur ces gens-là qu'il faut attaquer. Et j'ai envie de dire autre chose, et là je terminerai. Ce sont ces gens-là qu'il faut sociologiquement étudier. Voire limiter, avoir une attitude beaucoup plus répressive envers ces personnes qui sociologiquement sont évidemment les plus responsables des accidents mortels. C'est ça la première chose qu'il faut faire. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter, mais évidemment le profit des radars aidant, on ne va pas le faire. La deuxième chose, c'est
bien évidemment, arrêter de généraliser. Je veux dire, vous vous rendez pas compte sur 40, mais vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point, et peut-être si vous, on est raisonné ici, mais 40 millions d'automobilistes qui conduisent tous les jours en France par an. Enfin, je veux dire, tous les jours, par an, 40 millions de voitures. 2000, un peu plus de 2000 morts. Vous vous dites pas qu'il y a un problème quand même. Il y aurait 2000 morts par an. 2000 morts par an, c'est ça que je veux dire. Vous vous rendez pas compte, c'est magique. Enfin, je veux dire, magique. non, mais c'est vrai. Je veux dire, on se rend pas compte. C'est magnifique. Je veux dire, les gens sont responsables et ce sont pas ces 2000 personnes qui conduisent n'importe comment, qui font des 200 sur l'autoroute alors qu'il pleut ou etc. ou qu'il y a plein de monde, qui sont responsables de ces accidents, qui picolent plus que de raison et qui sont à l'origine. Eux, faut agir dessus. Je veux dire. Et il faut arrêter de généraliser à ces gens qui vont perdre 1 point, 2 points, parce qu'on on regarde pas forcément la route. Des fois, on est concentré sur la route. Alors évidemment, il y a des épisodes où on fait exprès de rouler vite. Mais ces gens qui peuvent dépasser la vitesse de 10 km/h, parce qu'on fait pas gaffe, évidemment, il y a la radio, mais ça, c'est un autre problème. Mais on fait pas attention. Arrêtons de faire ça. Et je vais me poser un autre coup de gueule aussi. Je le dirai peut-être après, mais en tout cas, sur le pied des motos, c'est à mon avis très bizarre d'appliquer la même réglementation aux motos qu'aux voitures. Je vais dire pourquoi. Et je terminerai vraiment là. Une moto qui roule à 200 km/h, imaginons qu'il n'y ait aucune route. Aucune voiture autour, je veux dire. Aucune voiture, voilà. Quel est l'intérêt, si c'est prouvé qu'il n'y a aucune voiture à côté, quel est l'intérêt de lui retirer son permis si il est flashé à 200 km/h sur l'autoroute en sachant qu'il n'y a absolument personne à côté? C'est un exemple. Seul lui est responsable de son acte. C'est lui qui va mourir. Là, l'État joue sur le fait qu'une attitude dangereuse peut causer la mort d'autres personnes. Si c'est un motard qui est tout seul, qui roule vite, il va causer la mort que de lui. Donc, c'est bien un problème qui fait que c'est comme pour la ceinture. Aujourd'hui, enlever 3 points ou même ou avoir une amende monétaire pour ne pas avoir mis sa ceinture soi-même, évidemment, c'est absolument n'importe quoi. Faites ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que je veux dire qu'il y a quand même une incohérence visible. C'est un point de vue, évidemment. Je ne sais pas si Hugo partage la fin de ton point de vue, enfin la fin de ton intervention, notamment sur la partie personnelle. Je voudrais juste, avant de poser la question à Hugo, donner peut-être un point de vue, puisqu'on ne sommes pas nombreux à faire cette émission ce soir, autant y participer. Sur l'aspect, je ne vais pas revenir sur la ceinture, je trouve ça très bien, la ceinture de sécurité, même si, évidemment, elle peut aussi également causer, enfin, elle n'abrite pas tout le monde, évidemment, de mourir lors d'un accident. Mais sur les motos, je pense qu'il y a également quand même, mine de rien, on ne peut pas oublier qu'il y a beaucoup d'usagers sur n'importe quelle route et que le fait d'arriver à 200 km/h peut poser déjà un problème en termes de perception et notamment d'usagers autres que les voitures mais simplement des piétons par exemple. Alors on peut toujours dire qu'on parle des autoroutes, hein, mais voilà, même donc la présence d'autres usagers dont les piétons, et puis surtout voilà, même les voitures, hein, arriver à 200 km/h, alors personnellement je ne l'ai jamais fait donc je ne peux pas me rendre compte de ce que cela fait, mais il me semble quand même qu'il y a un danger pour les autres, mine de rien, dans le fait d'arriver à cette vitesse-là, de toute façon sur un réseau. Maintenant on le sait, il y a des pays, et l'Allemagne, alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ont tendance à moins réglementer, en tout cas il n'y a pas de vitesse réglementaire, mais voilà, il faut faire attention. C'est pas le cas en France. Il y a des vitesses réglementaires. Est-ce qu'elles sont exagérées ou non? Effectivement, la question mériterait de se poser. Il semble qu'effectivement, on ne soit pas prêt de revenir sur ce système-là. En tout cas, aujourd'hui, Hugo, justement sur ces propos tenus par Marc, est-ce que justement on peut, et puis ce sera ma question finale sur ce sujet, on passera au suivant ensuite. Est-ce qu'on peut, finalement, se dire que cette liberté que l'on prive aux gens de faire ce qu'ils veulent dans leur voiture, la ceinture de sécurité par exemple, comme Marc l'a souligné, est-ce que obliger les gens à avoir une ceinture et punir ceux qui n'en mettent pas alors qu'il s'agit bien là d'eux-mêmes et pas des autres, comment est-ce qu'on peut percevoir ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça par exemple? Non, je serais pas d'accord avec Marc parce que je trouve que ça fait juste partie du bon sens et j'estime simplement que celui qui se prend une amende pour non-port de la ceinture de sécurité est juste un abruti. Dans le sens où je sais pas, on te demande de rester en vie, s'il te plaît, fais l'effort au moins de porter ta ceinture de sécurité. J'ai du mal à comprendre que les gens arrivent à prendre une amende pour non-port de la ceinture de sécurité. Non, ça me dépasse. Après que Marc, l'avis de Marc sur le fait que l'État fasse un peu
trop de zèle sur le coup. Et je pense pas que ça soit une volonté déjà de l'État de récupérer de la monnaie là-dessus. Ça m'étonnerait. Sur la sécurité, sur la ceinture de sécurité. Sur la ceinture Faut de regarder les sécurité. statistiques, hein, mais bon. Bah, après, Non, mais ce que je- après, simplement, faut que les gens n'ont aucune légitimité à se plaindre s'ils prennent une amende pour non-port de la ceinture de sécurité. Honnêtement. Aucune. Il faut si. simplement être stupide. C'est juste de la Bah, stupidité. laissons-les dans leur bêtise. Bah oui, mais la loi les empêche d'être stupides. Oui, mais c'est C'est-à-dire que n'importe si, quoi. ce que veut dire Non, mais- Hugo en J'ai fond compris ce que certainement, veut dire Hugo. c'est le fait que si on ne punissait pas par le biais d'amendes, eh bien J'ai compris. la loi ne serait pas. Je veux dire, Je c'est comprends. comme toutes les lois qu'on a vidées de leur contenu en ne mettant pas de sanctions en face de l'infraction. Je Ça suis existe aujourd'hui, c'est le cas sur plusieurs choses. D'ailleurs, en ce qui concerne l'automobile, je n'ai plus la mémoire, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est sur les gilets ou sur quelque chose. Il y a quelque chose qui est obligatoire dans le véhicule aujourd'hui et qui finalement ne peut pas être sanctionné si vous ne l'avez pas, parce les que on gilets, a les vidé la triangles, loi. Voilà, le ouais. gilet, Et les me triangles. semble-t-il, Oui, oui. et les triangles où c'est obligatoire d'en avoir, mais Comme suite à l'éthylotest, ce qu'il y avait eu, ça, l'éthylotest, voilà, c'est l'éthylotest. Le gilet, il me Plutôt semble ça, que ouais. c'est sanctionnable. L'éthylotest est aujourd'hui obligatoire dans les véhicules, mais il n'y a pas d'arsenal juridique pour sanctionner le fait de ne pas en avoir. Donc finalement, voilà, il y a une règle et pas de. Donc aujourd'hui, est-ce que toutes les personnes ont des éthylotests non périmés dans leur Il voiture? faut savoir les lire avant Je d'en pense avoir. que voilà. Puis ça n'a aucun, enfin, Et le ça n'a problème- aucun sens évidemment Et pour puis, ceux qui oui, ne boivent voilà. jamais, par exemple. Et puis, puis surtout, l'éthylotest, ça a été une grande mascarade parce que l'éthylotest, il y a une valeur informative vis-à-vis de soi, aucune valeur informative ou d'alibi vis-à-vis des flics. Mhm. C'est-à-dire que on s'auto-responsabilise alors qu'on ne sait pas vraiment sur ces couleurs, c'est très diffus. En plus, surtout si on a bu un petit peu, on ne sait pas forcément voir. Bon, généralement, celui qui voit violet, il se dit bon, j'ai trop bu. Mais je veux dire, on voit pas vraiment. Ça ne sert à rien. Enfin, au final, vis-à-vis des flics, ça ne sert que soit pour se rassurer éventuellement, mais si on l'a mal lu, ça peut évidemment ne pas nous servir. Dans ce que je disais pour la ceinture de sécurité, parce que je pense que c'est vraiment là où On je va suis pas d'accord passer la avec- soirée non, sur non, la non. ceinture. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Hugo, je suis d'accord avec ce que tu dis Nicolas, dans le sens où, évidemment, c'est un imbécile. On voit les ravages que ça peut faire en cas de choc. Les mannequins qui servent pour les voitures pour l'autorisation de circulation chez les constructeurs, on voit très bien les ravages que ça fait sur le mannequin qui se veut le plus fidèle à l'ossement humain. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État et la sécurité routière par le biais de l'État nous dit faites attention à votre conduite. C'est pas vous qui êtes c'est pas votre mort qui entre guillemets dérange, c'est celle des autres. Faites attention aux autres. Vous êtes plusieurs à vivre là-dedans. Le fait de mettre sa ceinture ou pas de sécurité si on est tout seul dans sa voiture, ça n'engage que soi. C'est ça que je veux dire. Ça n'engage pas les autres. Si on met pas sa ceinture et qu'on rentre dans une bagnole, ça sera toujours le même dégât. Bon, peut-être pas pour son crâne, mais en tout cas pour les autres, ça sera pareil. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que ça ne suit pas la logique de l'État. D'accord. Et voilà, c'est pour dire concis, c'est comme ça. Eh bien, très bien, nous avons compris les points de vue sur ce sujet. C'était notre coup de gueule de ce soir. Nous allons passer à un coup de cœur maintenant. Je pense, si tu nous le présentes, c'est souvent le cas. C'est un coup de cœur donc sur Afrique, la guerre en carte. Alors. Voici les mots-clés, j'imagine, de ce que ce livre fait ressortir. Donc évidemment, situation géographique, eh bien, le continent africain. J'imagine que c'est un document qui doit être illustré puisque nous sommes sur les cartes. Et puis, je vous fais de l'étymologie là. Et puis, effectivement, donc, eh bien, on parle guerre une fois de plus en Afrique. Oui, tout à fait. Alors, Qui est l'auteur ? Voilà, Bernard Legan, pour changer. C'est le dernier ouvrage qu'il est C'était sorti. la question clé. Voilà. Un ouvrage qui m'a vraiment intéressé dans la mesure où je pense que c'est un ouvrage qui, pour n'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin à l'Afrique, peut lui servir. Généralement, quand on a des ouvrages sur l'Afrique, c'est soit les éditions L'Harmattan qui sont à mon avis les plus compétentes sur l'Afrique, c'est souvent des auteurs africains, c'est souvent aussi des experts ou des chercheurs. Et pour comprendre l'Afrique, on a déjà souvent du mal à se dire. Alors, un auteur va mettre un argument en avant pour dire bah ça explique la guerre, ça explique la guerre, ça voilà. Et c'est souvent très compliqué, ça se bataille un petit peu entre les auteurs en train de dire bah ça c'est la raison de la guerre, non ça c'est plutôt les raisons de la guerre. Et on n'avait pas vraiment d'ouvrage qui récapitulait le tout des questions essentielles. Et là on a un ouvrage qui est pédagogique, illustré, il y a à peu près il y a 280 pages si je me souviens très bien, et il y a à peu près 100 illustrations en cartes, je vais regarder derrière pour être sûr. Oui c'est ça, 280 pages, on a une centaine de cartes. Alors Bernard Lugan il enseigne toujours à l'école de guerre et à Saint-Cyr aussi.
Donc il s'est servi en gros de ses cours et de des cartes qu'il a faites en plus pour faire ce manuel qui, si vous voulez, c'est un petit peu comme on peut le voir soit comme une précision sur l'Afrique. Il est divisé en 2 chapitres, c'est ça que je voulais dire. Premier chapitre, ça récapitule les guerres actuelles de l'Afrique avec des rappels historiques sur ce qu'est l'Afrique, c'est-à-dire sur les questions frontalières, sur les questions ethniques, sur les questions des langues, les populations, les armes, la religion, etc. C'est-à-dire que ça vous sert à comprendre comment l'Afrique se compose depuis, entre guillemets, la nuit des temps. Ensuite, ça nous explique comment les guerres, aujourd'hui, se développent. Alors, il y a plusieurs explications que donne Lugan. Et la deuxième partie, qui est la plus intéressante, il annonce les conflits de demain. C'est-à-dire qu'il il illustre son propos avec des cartes dans la première partie en disant voilà les crises actuelles, voilà, deuxième chapitre, voilà les crises qui certainement vont arriver. C'est de façon sûre, c'est comme ça que je le vois. Et rappelons que Lugan étant un africaniste, vraiment africaniste au sens strict du terme, c'est toute l'Afrique. C'est pas l'Afrique subsaharienne ou l'ancienne Afrique noire. C'est vraiment toute l'Afrique, donc avec les pays du Maghreb et une partie du Machrek. Enfin, on a quand même la couverture du continent. Et c'est ça qui est très intéressant. Et donc, ce que je voulais aussi dire, c'est on a des ouvrages, surtout Lugan, qui est un historien au départ, qui sont très factuels. Alors évidemment c'est très riche, il y a quelques explications évidemment dedans, mais on a des gros ouvrages, histoire de l'Afrique, histoire du Maroc, histoire de l'Afrique du Sud, enfin on a vraiment des grosses histoires, le Rwanda sur lequel il a enseigné 13 ans, on a des ouvrages voilà, qui sont sur la longue durée. Là on a quelque chose comme un petit peu, on a un essai de vulgarisation très riche qui nous explique ce qu'il faut savoir sur l'Afrique si on veut comprendre l'Afrique aujourd'hui et les guerres actuelles, parce qu'on n'arrête pas d'en parler. Et je le classerais un petit peu à part, ce livre. Je dirais que chez Bernard Lugan, on a les livres d'histoire, les gros livres d'histoire, les gros pavés qui nous expliquent l'histoire des origines à nos jours. Très précis. Très précis sur un pays, même sur l'histoire de l'Afrique en général, qu'il a fait le plus gros livre qu'il ait sorti. On a ensuite des essais plus polémiques qui sont mythes et réalités de l'histoire africaine, j'en avais déjà fait une chronique, qui explique certains points qu'on n'ose pas mettre en avant mais qui sont selon lui vrais. On a Décoloniser l'Afrique, qui est aussi un essai un peu plus percutant, j'allais dire, mais très haletant. Et on a aussi des ouvrages qui traitent des questions centrales, notamment de la repentance, la repentance coloniale, l'effet de la colonisation, qui sont Afrique, histoire à l'endroit, et l'autre qui est Afrique, le vrai bilan de la décolonisation, quelque chose comme ça. Et aussi pour en finir avec la colonisation. Voilà. Ça, ce sont les 3 grandes catégories que je ferais. Mais celui-là, je le mettrais vraiment à part pour une raison essentielle, c'est qu'il est très général, mais dans la généralité, il est très précis. C'est-à-dire qu'il brosse tout et il explique ce qu'il faut savoir. Et il illustre ça avec des cartes, ce qui est pour quelqu'un qui découvre l'Afrique ou s'intéresse un petit peu à l'Afrique, lui permet de comprendre visuellement et sans long déroulé, il faut avoir des images assez percutantes. Et c'est ça que cet ouvrage nous permet d'avoir. Alors tu parlais de vulgarisation quelque part, est-ce que c'est un ouvrage qui est accessible partout ? Est-ce qu'il faut avoir une certaine culture ? Est-ce qu'il faut déjà avoir lu du Lugan ? Est-ce que... Voilà, qui peut le comprendre ce livre ? À qui s'adresse-t-il ? C'est quand même facile, c'est écrit de la façon, à mon avis, la plus simple. C'est vrai que pour une entrée en matière, à mon avis, tout le monde peut le lire. Sauf que pour essayer de comprendre assez rapidement et pour que ça résonne très vite, parce qu'il y a des questions générales que n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'Afrique connaît déjà, donc on va vite sur ces questions-là. C'est vraiment un ouvrage qui à mon avis, c'est un ouvrage assez simple. On dire que c'est l'ouvrage le plus simple de Lugan. Alors je sais pas, il faudrait voir selon les personnes, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui reste accessible à tous, qui a essayé de citoyens, civils, militaires. Il s'adresse aussi, ce que dit Lugan, il s'adresse surtout aux citoyens qui s'intéressent à l'Afrique et aussi aux militaires. Donc c'est un outil à la fois de connaissance et de réflexion. Et je dirais que il y a à peu près tout là-dedans. Alors certains vont dire tout de suite que c'est trop vulgarisé, trop simplifié, etc. Non, là on a vraiment quelque chose qui... Après, vous avez beaucoup de thèmes dans son livre, sur lesquels vous pouvez vous pencher ou vous approfondir ces sujets-là. Non, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment accessible. Et le fait d'avoir des images, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment bien le continent, ça lui permet de visualiser tout de suite ce qui cause les effets du présent, on va dire. Et comme il remonte vraiment à la base, il y a des ouvrages, des parties un petit peu compliquées, même pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique. On essaye d'aller à l'essentiel, d'en résumer le principal, mais c'est vrai que quelqu'un qui débute dans la lecture de l'Afrique, sur l'Afrique, et quelqu'un qui a un petit peu de connaissances derrière, va avoir plus de difficultés à le lire, mais ça reste vraiment accessible, franchement. Et pour préciser, juste peut-être pour l'avoir,
voilà. Il s'auto-édite, c'est-à-dire qu'on peut pas le trouver sur Amazon ou autre. Il faut aller sur son site qui est Bernard. C'est le blog de Bernard Lugan. Vous tapez blog de Bernard bernardlugan.blogspot.fr. C'est ça, exactement. Et là, vous pouvez l'acheter. Et là, vous pouvez l'acheter pour 37 €, mais enfin 45 parce que c'est avec les frais de port, c'est 45, je crois, si je me trompe pas. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est très cher, mais à la différence de certains manuels ou de livres qui publient des cartes, tout est illustré en couleur. Je sais pas, là on le voit pas, mais là il y a des couleurs. Et puis vous voyez, toutes les cartes sont à peu près en couleur. Vous voyez, il y a des couleurs partout. Il y a des couleurs partout, pardon. Enfin bref, tiens, je laisse Hugo le soin d'éventuellement montrer Oui, Hugo qui est plus en avant pour nos qui est auditeurs, plus en enfin avant. pour ceux qui nous regardent également. Et vraiment, sur c'est YouTube. quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup dans les livres, c'est de pouvoir s'en servir un petit peu en société. Moi, j'ai jamais aimé les romans, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que ça ne me sert pas en société. J'aime bien pouvoir, si on discute d'un sujet, de pouvoir avoir des armes pour répondre. Sur les romans, ça me permet de m'évader, mais pas forcément de réfléchir. Et là, je pense que c'est une espèce de... Pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, c'est une petite Bible. J'aime pas faire de religion, mais une petite Bible qu'il faudrait toujours avoir, comme son histoire de l'Afrique, l'histoire de l'Afrique de Lugan, qui fait à peu près plus de 1000 pages. C'est comme une encyclopédie. Vous avez ça pour réagir sur quelques questions, et après l'histoire de l'Afrique de Lugan qui vous permet de, si vous avez une question sur un pays, vous avez tout. Donc en fait, c'est un petit peu... voilà, on le lit et puis ensuite on écoute toutes les chroniques de Marc sur l'Afrique et là on a vraiment un c'est complément. vrai que ceux qui... Des fois j'étais un petit peu des fois un peu Précis. ardu, un peu précis, puis des fois un petit peu... je me suis un petit peu embrouillé en voulant simplifier. C'est vrai que si vous lisez ça, vous comprendrez tout de suite les vraies questions que je pose. Et donc c'est plutôt intéressant. Je vois qu'Hugo fait la grimace en Non, mais quelques cartes. Hugo va faire une fiche de lecture pour la semaine prochaine. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est un outil Je vais dire intéressant. pourquoi je fais la grimace. Oui, alors juste avant que tu dises pourquoi tu fais la grimace et je te laisse le feuilleter en attendant, peut-être poser cette question, mais peut-être n'as-tu pas la réponse, Marc. Sait-on si ce livre a été contesté peut-être par d'autres historiens, d'autres auteurs? J'ai essayé de regarder. Il est sorti il y a pas longtemps. Janvier. Je crois que c'est début janvier, si je me trompe pas. On peut regarder peut-être sur le blog. Ça doit être marqué date de parution. Hugo, peut-être regarde sur la première page. Il doit y avoir le mois peut-être. Disponible depuis le mois de novembre 2014. Ah bah oui, fin donc 2014. oui, bon bah 2-3 mois. 2 mois. Ouais non, 2-3 Oui, c'est mois. ça, oui. Voilà, on est dans ces yeux-là. Et j'ai regardé sur le net, il n'y a pas encore eu de... Alors, évidemment, il y a des sites qui sont proches de Lugan qui le mettent en avant, qui sont Realpolitik Voilà, on et va Liberté pas- et Liberté quelque chose. Alors, évidemment, ça peut mettre qu'en avant. Alors, j'ai pas vu de réaction pure et dure, comme j'en ai pas vu sur d'autres ouvrages qui sont auto-édités de de Lugan. Berne. Déjà, faut les acheter par son biais et peut-être que ces contradicteurs ne veulent pas spécialement. Exactement. Et j'imagine qu'ils ne leur envoient pas un exemplaire Exactement. auparavant. C'est-à-dire que c'est vrai que, à part Décoloniser l'Afrique, qui a été un petit peu critiqué, parce que notamment, c'était pas lui qui l'avait édité, je crois que c'était Ellipse qui l'avait édité. Et sur ces livres-là qui sont auto-édités, c'est vrai que c'est... J'ai essayé de regarder, enfin j'ai regardé d'ailleurs avant de venir à l'émission, j'ai pas vu de contestation majeure, mais et ce qui est intéressant dans ce livre, et j'arrêterai là, c'est que sur beaucoup de sujets où ses principaux contradicteurs l'ont attaqué sur des questions qui peuvent être les questions frontalières, les questions ethniques, les questions de la longue durée, je veux dire, des conflits d'avant ressurgissent aujourd'hui. Là, il essaye, il pèse beaucoup le pour et le contre, il s'explique beaucoup ce qui souvent il fait. Ce que souvent il résume en vidéo ou dans ses livres, il résume beaucoup. Là, on a le pour et le contre, on a toujours son idée directrice, évidemment, on a le pour et le contre, il essaye de simplifier, et je donne un exemple très précis. Sur la question des frontières, beaucoup ont dit les frontières que les colons ont tracées en 1884, ce sont la cause des frontières, ce sont les causes des conflits actuels, en disant vous voyez, l'Érythrée et l'Éthiopie ont fait sécession, les deux Soudans, vous voyez les questions frontalières, ça pose beaucoup de problèmes dans l'arbitraire. Je veux dire, on coupe et puis les peuples sont là ou là. Lugan, par exemple, dit deux choses. Dit d'une, c'est vrai c'est pas vrai que les frontières sont à l'origine de tous les conflits aujourd'hui, parce que les principaux conflits ne sont pas toujours frontaliers, bon, à part les questions de sécessionnistes. Et la deuxième truc, il dit oui, parce qu'en fait, et c'est ça aussi que je défends moi, c'est en regroupant des peuples qui, au départ, n'avaient pas forcément envie de faire nation, et sur lequel on a projeté un diktat un peu démocratique, là c'est interne de Lugan, forcément ça ne peut pas fonctionner parce que les gens n'ont pas de conscience nationale. Alors du coup, on vote d'abord pour son groupe, et qui sont groupes, alors ça peut être, c'est des groupes ethniques ou ethno-régionaux pour le dire plus vulgairement, et voilà, il y a le pour et le contre, ce qui avant je n'avais pas trouvé dans son livre, et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est
que beaucoup, alors ça c'est pas une critique en soi, mais beaucoup de paragraphes qui sont dans ce livre sont déjà des paragraphes qu'on retrouve dans d'autres livres de lui. Bon, évidemment, il y a quelques paragraphes, c'est pas tout, hein, évidemment. Par exemple, je prends Histoire de l'Afrique. J'ai plus le sous-titre des origines à nos jours, je crois. C'est un gros pavé qui vaut 45-50 euros, je sais plus. C'est vrai qu'on retrouve des paragraphes d'histoire de l'Afrique dans Afrique, la guerre en carte, comme on en retrouve dans Décoloniser l'Afrique et comme on en retrouve dans Mythes et réalité de l'histoire africaine. On a vraiment des fois des espèces de copier-coller qui sont reformulés, et là je trouve que c'est bien simplifié. Alors Hugo, tu as eu l'occasion de parcourir ce livre, certainement pas de le lire, je crois. Je crois pas qu'en 5 minutes. Voilà, non J'ai eu mais le temps de peut-être le lire en plus auparavant, d'écouter Marc. Non, en effet. Mais alors, pourquoi je faisais la grimace, Marc? on va tout savoir. Parce que Bernard Lugan n'a visiblement pas suivi les cours que nous avons eu en licence sur Phil Carto. Parce que ça m'a l'air d'être des cartes faites sur Paint, à tout casser. Donc oui, non mais après on comprend les logiques, c'est pas mal, c'est toujours pas mal d'avoir des choses illustrées comme l'a souligné Marc, pour comprendre des choses que des fois on essaie de retranscrire ici, toi en particulier sur l'Afrique, et c'est toujours bien d'avoir une illustration notamment cartographique. Mais je trouve que ouais, par endroits les cartes sont un peu simplistes, et du coup ça m'a l'air d'être des cartes pour des cartes. Elle ne respecte pas forcément tous les codes. Ouais, déjà on habituels. respecte pas le code pas toujours le code de la légende en priorité. Puis par exemple je voyais, bon là je retrouve plus la carte en question, mais c'était sur les pays les plus performants, il y avait une carte, et puis une page plus loin, les 5 pays les moins performants. Donc là tu peux facilement faire une carte. Et non, il en fait 2, donc je trouve que voilà, des fois faire une carte pour faire une carte, bon, c'est pas toujours utile. C'est simplement ça que je pouvais dire, mais après juste ajouter un. Si tu cherches la carte sur ça doit être au début, ouais, sur les performances, 40, je crois. Voilà, c'est là. Voilà. Les 10 pays les plus performants. Et la page d'après, on a les 5 pays les moins performants sur la même période en plus. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est bête, notamment pour les arbres et l'encre qui prend cher. Mais non, mais par contre, c'est vrai que c'est. Non, je rigole évidemment, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui raisonne pas forcément en cartes et qui connaît pas, ça lui permet de tout de suite voir les pays. Où ils mettent différents codes couleurs. Des fois, ça permet. Bon, c'est peut-être deux cartes qui devraient ne faire qu'une, mais c'est toujours intéressant de voilà, pouvoir le voir. Des cartes, si les auditeurs peuvent voir à l'écran, des cartes comme ça. Bon. Voilà, carte jaune, rouge, bleu, vert, effectivement, qui ne représente pas. Voilà. Mais en tout cas, après le livre, comme l'a dit, n'est pas fait que de cartes. Il y a pas mal d'illustrations et puis certainement un propos. Voilà, derrière également aussi. Un propos derrière pour soutenir ces cartes-là. Les cartes aussi soutiennent le discours, et puis notamment je voyais, pour prendre un exemple, le cas du Nigeria qui était exposé. Donc voilà, ceux qui veulent poursuivre par rapport à cela et à d'autres questions tout à fait contemporaines. Il y a une partie sur Boko Haram, justement. Voilà, ouais, c'est ça c'est sur quoi je suis tombé. Voilà, bon après, on peut faire des listes éternelles des conflits qui traversent et font très mal à l'Afrique. Mais bon, c'est toujours intéressant. Eh bien, merci messieurs pour ce premier débat. Voilà, ce premier débat de ce soir sur ce livre. Bernard Lugan, rappelons-le, Afrique, la guerre en carte. Voilà, si vous avez environ 40-45 euros, frais de port inclus à mettre, eh bien, peut-être pour un cadeau, eh bien voilà, pensez à cet ouvrage. Et puis si les auditeurs eh bien, veulent m'en envoyer un, il n'y a pas de souci, c'est mon anniversaire la semaine prochaine, donc je prends tous les cadeaux. Voilà, il y a des images, donc j'arriverai à le lire, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous poursuivons cette émission avec nos 2 autres sujets à suivre après le sujet qui arrive tout de suite. Eh bien, ce sera la mémoire de la Shoah. Nous en parlerons, puisque vous savez, ça a fait l'actualité de cette semaine. 70 ans après, eh bien, nous reviendrons sur ce sujet. Et tout de suite, eh bien, les élections législatives en Grèce, elles ont donné du pouvoir à un parti que l'on qualifierait, alors est-ce que mes fidèles acolytes sont d'accord avec cela, eh bien, d'extrême gauche, voilà, prenant un petit peu le contre-pied de ce qui se passe, je dirais, dans notre pays, où c'est plutôt l'extrême droite qui a tendance à augmenter. Eh bien, voilà. Rappelons également qu'il y avait une montée des mouvements d'extrême droite, si je me souviens bien, Hugo, en Grèce, lors des dernières élections présidentielles. Le parti Obdoré avait alors pris un peu de
de pouvoir, enfin pas de pouvoir, parce que c'est une élection présidentielle, mais un peu de place, je crois, dans les dernières élections. Les dernières élections présidentielles. Non, pas je ne m'en présidentielles, mais souviens pas, mais en législatives. tout cas, législatives, oui. Qui avait eu lieu certainement. en même temps, pardon. Certainement, lors des élections de 2012 en tout cas. Voilà. On peut rappeler qu'on avait traité, Ce sujet. pas dans ces studios, mais oui, dans cette émission en effet. Mais le parti Aube Dorée, parti plus que d'extrême droite, carrément néo-nazi, il n'y a qu'à regarder. Élection du 17 juin 2012, voilà, j'ai retrouvé. Donc il n'y a qu'à regarder à son logo notamment et à certains propos de ses dirigeants. Parti néo-nazi qui est aujourd'hui quand même troisième parti. Mhm. Oui, tout à Donc, fait. Même si c'est assez serré. Avec 17 sièges. Voilà, 17 sièges. C'est très serré. Peut-être qu'on va rappeler tout de suite les résultats Oui, concrètement. Tout à fait, effectivement, ce qui permettra effectivement de situer, puisque Voilà, quand on parle d'un troisième parti qui a 17 sièges, c'est vrai que le premier en a 149. Vous le savez que ça fonctionne un petit peu comme en France, c'est-à-dire qu'on donne quand même... non, ça ne fonctionne Non, pas comme en France, pardon. justement. Ça fonctionne comme les élections régionales, où effectivement on donne, et comme dans les conseils municipaux, où on donne la majorité directement, enfin la moitié des sièges au parti vainqueur suivi du pourcentage. Voilà, il y a déjà une prime à celui qui arrive en premier afin d'établir une véritable, là il y a eu discussion, mais une véritable majorité quand même, ou en tout cas la facilité, cette majorité des sièges pour le vainqueur. Donc c'est le cas évidemment dans cette élection-là, ce n'est pas le cas en France dans les législatives, effectivement, puisqu'il n'y a pas de proportionnel, puisque c'est un scrutin qui concerne des têtes, des personnes, des personnalités en fonction des circonscriptions. Donc voilà, effectivement, 149 sièges pour le parti Syriza, 76 pour Nouvelle Démocratie d'Antonis Samaras, qui était donc le parti jusqu'à présent majoritaire. Aube Dorée est troisième avec 17 sièges, à égalité avec La Rivière. Son petit nom, c'est Topotami. Voilà. Qui est un parti centriste. 17 sièges également, parti centriste. Le Parti communiste grec obtient 15 sièges. Les Grecs indépendants, 13. Et le mouvement socialiste panhelléniste, 13 sièges également. Voilà. Donc voilà Mais, les données. Oui, et pour un petit peu comparer et voir un peu les tendances, déjà, Syriza, la Syriza, apparemment il faut l'appeler la Syriza, parce que c'est une coalition un peu à la manière du Front de gauche en France, qui est le Front de gauche, le rassemblement du parti de gauche, du parti communiste et d'une troisième force. De force, comme Une troisième force oui. inconnue au bataillon, mais qui n'a plus énormément de puissance, quoi qu'il en soit. Et puis d'indépendants Voilà, présents dans le coin à ce moment-là. Syriza donc prend encore plus de l'ampleur. La Nouvelle Démocratie, qui est le parti de centre droit, arrive à se stabiliser plus ou moins, mais perd par le fait notamment de cette prime à la majorité, perd largement. Aube Dorée continue à égrener quelques sièges. La Rivière, qui est un parti assez nouveau, parti centriste, on le disait, du coup gagne pas mal de voix parce qu'il partait de rien. Donnons juste des petits chiffres quand même. Aube Dorée, c'est 6,28%. C'est Voilà. pas non plus un raz-de-marée Non, c'est pas un raz-de-marée, de l'extrême mais droite. Non, mais il faut préciser les choses. Et je tiens juste, avant ils de te sont un laisser peu en continuer. baisse, il me semble. Oui, ils sont légèrement en baisse, effectivement. Et je tiens juste à préciser, puisque j'ai fait une erreur, évidemment, l'élection présidentielle en Grèce est une élection par le Parlement. Donc il n'y a pas d'élection Ouais. au suffrage universel Allez, c'est- direct. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement les dernières élections législatives et Voilà. non présidentielles, évidemment. Voilà, on va y revenir Je juste tenais après. à rétablir la réalité. Et finir ce tableau peut-être sur le PASOK, le Parti Socialiste Panhellénique, Oui. en somme le Parti Socialiste grec, qui lui subit une déroute assez monumentale, parce qu'il faut se rappeler que Papandréou notamment, celui qui était tant décrié par Maxime il y a de ça 3 ans maintenant, 2 ans et demi exactement, était socialiste. Voilà. Donc Alors- c'est le Parti Socialiste subit assez largement ces élections. Il faut espérer pour le gouvernement français et François Hollande que le score ne soit pas le même pour le Parti Socialiste aux prochaines échéances, auquel cas ça deviendrait compliqué, 4,68%. Voilà, et 13 sièges. Hein. Voilà. Mais faut peut-être... Ce qu'est aujourd'hui le Parti communiste en France, finalement, quand on pense qu'ils ont Oui. gouverné au XXe siècle. Mais
Bon, les socialistes ne sont pas aidés par le népotisme et le clientélisme qui a pu exister et qui existe toujours assez largement, je pense, parce que ce genre de phénomène est un peu difficile à réduire et à faire disparaître. Et donc, évidemment, quand les Grecs se rendent compte, parce que quand on n'a plus forcément d'argent, on se rend un peu plus compte de la situation, et quand on vous demande en plus de payer, vous vous rendez deux fois plus rapidement compte. Mais je sais pas, moi je suis un peu sceptique quant à l'espèce d'effusion de joie que je vois dans certains milieux politiques français. Bon, on parlera évidemment de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement. D'ailleurs, moi, il y a une chose qui m'a fait, c'était une brève du Gorafi qui m'a Oui. fait assez rire. Le journal pardon, qui donne des informations fausses fausses. informations, et il disait, je sais plus comment c'était, doute sur l'authenticité des mouvements de joie exprimés dans les mouvements politiques français, un truc comme ça, qui disait voilà, en gros ils sont pas sincères, mais évidemment qu'ils sont pas sincères, mais bon, chacun essaye de se placer, même Marine Le Pen a essayé de placer ses cartes. Ouais, je sais pas si la solution se trouve entre les mains de Tsipras, qui deviendra donc non pas président mais Premier ministre, Tout à fait. qui est Premier ministre, qui a été du coup nommé par le Parlement grec, et donc entre les mains de Syriza et de son allié Haddock, qui est les Grecs indépendants, donc des nationalistes contre l'austérité. Donc on essaye quand même de trouver, parce que malgré la prime à la majorité, il faut quand même... Il n'y a pas la majorité absolue Voilà, en fait. il a fallu trouver une majorité absolue qui a été quelques trouvée sièges. autour d'un consensus fait sur le refus de l'austérité, d'une certaine manière le refus de l'Europe, mais sans être un refus total, parce qu'il a bien fallu que Tsipras mette de l'eau dans son vin et qu'il fasse aussi, qu'il soit aussi réaliste face à la situation. Et donc, non, la Grèce, je pense, ne sortira pas de l'Europe de toute manière. Alors justement, tu viens de soulever dans la fin de ton propos quelque chose de très intéressant, c'est les propos réalistes, ou en tout cas revenir un peu à la réalité. Rappelons, et c'est Le Monde, mais pas que, mais c'est cet article du Monde que je m'inspire. Donc Grèce, nous nous reconnaissons ni le mémorandum, ni la Troïka, fin de citation. Cet article du Monde précise, et c'était effectivement dans l'actualité aujourd'hui, que la bourse d'Athènes dévisse après les premières déclarations du nouveau Premier ministre grec. Voilà, il fait des déclarations, on connaît sa ligne politique, celle sur laquelle il a été entre guillemets élu, en tout cas, où ceux qui sont au Parlement ont été élus, et lui en est leur représentant. Et donc effectivement, les bourses accusent le coup directement, puisque les annonces qu'il fait font peur. Non, elles accusent le coup. Elles ont peur, voilà. C'est simplement que... On sait bien que Tsipras n'est pas un libéral né, forcément que les mesures ne vont pas être accueillies avec joie et les bras ouverts par les milieux boursiers, c'est assez évident. Mais quand on voit, après, je ne suis pas économiste né non plus, personne ne l'est, tu es peut-être, Nicolas, le plus apte à commenter les mesures qu'il a prises, mais peut-être les citer pour les mettre dans la tête des auditeurs, notamment celles qui m'ont le plus marqué, du moins. Déjà, augmenter le SMIC. Voilà, c'est des mesures phares, des mesures fortes. Quand on passe à un SMIC qui peut nous sembler dérisoire à nous. Parlons de salaire minimum, il ne s'appelle pas le SMIC. Voilà, le SMIC. Moi, je parle de SMIC, mais voilà, salaire minimum, excusez-moi. Voilà, déjà, tu me reprends en bon économiste. Donc, 751 € pour le nouveau SMIC grec, au lieu de 580 €. Donc, ça fait une grosse augmentation. Il y a aussi des embauches de fonctionnaires qui sont annoncées. Une mesure également sur les femmes de ménage, donc ça peut sembler dérisoire, mais c'était un gros combat en Grèce, des femmes de ménage qui vont pouvoir être réembauchées dans les ministères. Voilà, donc déjà le train de vie. Non, pas le train de vie, mais on va pouvoir peut-être relancer l'appareil public. Parce que c'est vrai que c'est souvent sur l'appareil public qu'on a tendance à taper quand il faut faire de l'austérité, mais c'est toujours
Je pense que c'est une vieille rengaine. Comme Maxime, je commence à gagner des vieilles rengaines. Mais je pense que voilà, c'est des mesures, on va dire, de synthèse qu'il faut prendre et non pas des mesures ponctuelles. Et dans le sens où je veux bien réduire. Je pense que c'est du bon sens que de réduire les dépenses publiques, ou du moins d'être plus regardant sur la manière dont on dépense l'argent que l'on a ou que l'on n'a pas forcément, mais il faut également faire fonctionner un pays. Et faire fonctionner un pays quand vous n'avez plus de fonctionnaires, si vous fermez tous les postes, si vous n'avez plus de police par exemple, ne vous étonnez pas que les milices et notamment les milices d'Aube dorée se développent. Voilà, il y a un moment, il faut savoir comprendre les conséquences. Il faut savoir interpréter les conséquences et donc comprendre les causes, pardon. Et donc, comment Aube dorée s'était développé et se développe toujours, c'est parce qu'ils ont développé notamment des missions locales de milices, de protection, qui marchaient assez bien. Donc voilà, les gens se sentent protégés, se sentent compris, donc forcément ils vont voter pour vous. Donc c'est une force politique, presque parapolitique. Ça peut être dangereux de détruire le public pour développer une chose qui serait pas une émanation de l'État, donc qui pour moi serait qui pourrait dès lors être idéologique, comme ça peut être manipulé par le parti Aube dorée en particulier. Alors Marc, on le voit bien, la Grèce a une situation un petit peu particulière. On parle, alors, est-ce qu'elle doit rester ou pas dans l'Europe, dans l'Union européenne? Géographiquement, elle restera évidemment dans l'Europe, mais dans l'Union européenne. Alors voilà, si je demandais, est-ce que le changement de dirigeant du gouvernement grec va changer quelque chose sur la scène internationale, j'imagine que les réponses iraient plutôt vers le non. Malgré tout, l'Union européenne aujourd'hui a peur de ce qui peut se passer en Grèce, c'est-à-dire qu'en fait ça peut être la pierre qui attachée au reste de l'Europe l'a fait tomber. Voilà, c'est quand même un sujet sur lequel les dirigeants européens dans leur ensemble sont sensibles et finalement, sans pour autant tout révolutionner, eh bien cette victoire de ce parti politique plutôt austérité peut peut-être donner des idées évidemment, mais également peser un poids peut-être maigre, mais quand même, voilà. Alors après, reste à savoir évidemment qui va donner l'ordre à qui dans cette histoire, dans ce jeu de relations. De toute façon, l'ordre européen fonctionne d'une certaine manière que un Premier ministre seul, même si avec le pouvoir qu'il peut avoir, ne fera absolument rien. C'est bien de se prétendre anti-austérité. Par contre, ça peut être intéressant aujourd'hui alors déjà, avant de commencer par là, je voudrais déjà dire que quand on voit l'attitude de Tsipras sur l'austérité, et en contrepartie aussi sur l'Europe, enfin sur le libéralisme et l'Europe, on voit déjà les marchés boursiers, je vais y arriver, s'emballent tout de suite. Ça c'est bon. C'est la règle c'est pas propre à l'Europe, c'est propre au monde maintenant. Donc déjà c'est un premier problème. C'est tout de suite ceux qui sont vus comme des, entre guillemets, parce qu'on a dit très facilement aujourd'hui anti-austérité au nationalisme, et c'est pour ça que je me demande si Tsipras n'a pas fait un pacte avec des représentants du nationalisme. Ils sont alliés, on le disait, avec les Grecs indépendants, donc un parti nationaliste. En gros, j'ai l'impression que c'est un petit peu le choc des extrêmes, ou plutôt les liaisons dangereuses des extrêmes. C'est-à-dire qu'on voit très bien aujourd'hui que les deux partis, en règle générale, les deux partis, les deux sortes d'alliances partis politiques qui font peur, ce sont les deux extrêmes. Que ce soit l'extrême droite, entre guillemets, on ne peut pas l'appeler partout pareil, mais extrême droite et extrême gauche. Et on voit très bien que maintenant l'extrême gauche de Tsipras s'allie avec des nationalistes qui pourraient être, mais je ne le considère pas ça comme ça, qui pourraient être assimilables en France tout de suite à l'extrême droite ou au FN. Moi, à mon avis, c'est mon avis. Tout de suite, nationaliste, c'est l'extrême droite. Donc on voit que les deux extrêmes se rejoignent sur une critique de l'Europe, un petit peu, peut-être pas avec les mêmes degrés. Quand on voit, en tout cas, je ramène le débat en France, Marine Le Pen et Mélenchon, on voit beaucoup de similitudes, quoi qu'ils veulent en disent ou quoi qu'ils veulent en paraître. Bien que ce débat soit évidemment biaisé par les deux personnages qui en imposent plus que leurs idées. Exactement. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir aujourd'hui l'attitude de l'Europe vis-à-vis de ça, c'est-à-dire de ceux qui la tiennent, c'est-à-dire les marchés bancaires. Il ne faut pas se leurrer, on parle toujours de dette. Quand on parle de la Grèce, ça serait intéressant d'interroger les gens aujourd'hui sur qu'est-ce que vous pensez de la Grèce. Ils vont tout de suite dire dette.
Ça va être c'est comme un réflexe maintenant. On nous a tellement gavé sur la dette que ça pose problème. Alors évidemment, là, un nouveau arrive, anti-austérité, qui veut proposer entre guillemets, des mesures que j'appellerais populaires, même si ça a pas grand sens, mais que je dirais populaires. Le SMIC, les femmes de ménage, Hugo en a parlé, je crois. Et là, on a tout de suite l'Europe, les ténors de l'Europe qui nous disent attention la Grèce, attention les politiques aussi, attention la Grèce, les marchés boursiers qui s'emballent en disant attention, on a peur quand même de ça, etc. Donc, c'est-à-dire que l'Europe refuse toute alternance. Et c'est en ça que ça peut nourrir des esprits de division au sein de la politique en Europe en règle générale. Je pense que dès que quelqu'un impose quelque chose de différent, c'est la bourse qui domine le tout et les politiques aussi. Donc après, il reste à voir ce que l'Europe, entre guillemets, va faire. C'est-à-dire ce qui compte aujourd'hui, c'est le Conseil de l'Europe, c'est pas le Parlement ou autre qui compte dans la gestion de l'Europe. Mais on va très bien voir si aujourd'hui un parti anti-austérité à l'image de ce qu'incarne de ce qui s'y passe peut faire quelque chose en Europe. S'il ne peut rien faire, soit il y aura un risque de perdre un risque, je sais pas si on peut ça, soit la Grèce ne fera peut-être plus partie de l'Union européenne, je ne crois pas, mais soit il y aura une espèce d'ingérence de la part de l'Europe en disant bon bah d'accord, ils sont comme ça, on va essayer de faire avec. Mais je pense pas qu'il y a d'intérêt à faire ça, surtout que Merkel a l'air assez sévère vis-à-vis de la Grèce, me semble-t-il, c'est elle qui a dit, je crois, qu'il faudrait qu'elle parte ou à la vite s'ils sont pas contents à partir. Si j'ai bien entendu, c'était ça. L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Tu la quittes, voilà, c'est un petit peu ça, ou comme dirait Thatcher, I want my money back, c'est un peu ça le truc. Donc voilà, donc moi, voilà, pour résumer, ce qui me dérange dans l'Europe, c'est tout de suite l'alternance qui résume la situation actuelle, qui fait que l'Europe aujourd'hui est soumise, et pas que la France, la Grèce aussi, à cause de ces fluctuations économiques, de ces crises endogènes qu'on connaît, qu'on ne ressent pas nous forcément comme ça, bon, à part peut-être au prix de la pompe, mais c'est un exemple à la con que je vais vous dire. Mais quand on voit, non, j'ai un exemple. C'est un exemple. Non, je veux dire tout ce qui est mesure où on dépense plus, généralement, on a tendance à en avoir un peu marre et à faire attention. Et je pense aussi à se recroqueviller sur d'autres critiques, comme Coluche l'a fait à un moment quand il disait un pour tous pourris. C'est un peu dans la même logique, c'est ça que je veux dire. On voit très bien que les crispations, que ça soit identitaire, sont renforcées aujourd'hui par le biais économique, par le fait qu'on a l'impression que l'Europe domine tout. Et c'est vrai que le Conseil de l'Europe, les gouvernements donc dominent un peu le tout. Les marchés boursiers aussi dominent. Donc on a une crise qui aujourd'hui l'Europe alimente elle-même ce qu'elle combat. C'est du sophisme à la con ce que je suis en train de vous faire. Mais c'est pour vous dire que l'Europe, il y a des conséquences, notamment identitaires. Et l'Europe doit faire face à ça et doit accepter l'alternance, qu'elle n'acceptera pas si le FN est élu en 2017, ce qu'elle n'acceptera absolument pas si Tsipras met en œuvre tout ce qu'il veut mettre ou laissera la place ou pas à Tsipras de faire ce qu'il veut. Alors Hugo, je crois que tu as quelques données sur les dettes, peut-être comparer celle de la France justement et celle de la Grèce pour qu'on se rende compte un petit peu au niveau des données. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes pays, les mêmes États, pas le même nombre d'habitants, pas les mêmes économies, mais on va revenir là-dessus évidemment. Oui, pour rappeler déjà un chiffre, parce qu'on l'a pas dit en introduction, la Grèce c'est une dette de 315 milliards d'euros, une dette qui a augmenté de 40% en 8 ans. Donc voilà, si on se reporte, il y a de ça 8 ans. Alors qu'on les aide, alors que l'Europe l'aide, c'est ça qui est intéressant de voir dans ces taux d'intérêt à la con, mais bon. Sauf que quand on aide, on accumule de la dette, non? C'est toujours le cercle vicieux, en fait. Donc c'est un cercle vicieux. Bien sûr. On est bien d'accord. Alors, non, mais voilà, ne perturbons pas les auditeurs. 315 milliards d'euros de dette, mais encore si ce n'était que ça. Mais 315 milliards d'euros de dette pour la Grèce, qui est un pays de 11 millions d'habitants, donc un petit pays finalement. Ça représente 177% du PIB, donc c'est énorme. À titre de comparaison, parce qu'il faut comparer avec la France, un des moteurs de l'Europe et notre pays avant tout, la France c'est 2000 milliards d'euros de dette, et c'est seulement ces 2000 milliards, 93% de notre PIB. Donc en France, on n'a pas encore atteint le 100% du PIB de dette. Mais la Grèce est pourtant très en avance en termes de pourcentage du PIB, avec 176%. C'est bien plus que l'Italie, par exemple, qui est un autre pays décrié, un autre pays qui est passé à gauche avec Matteo Renzi, et qui, elle, a 131% de son PIB de dette. Donc voilà, une dette qui est
si on l'a réparti sur toute l'Europe, finalement assez ridicule, je dirais, presque ridicule, parce que si on additionne la dette de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et du coup ça fait tous les autres en plus, moins la Grèce, donc on est à 29 moins 4, 25. Donc les 25 autres, on arrive à presque 10 000 milliards, je pense, d'euros de dette. Donc voilà, finalement, ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire que... Donc c'est assez relatif. Voilà, c'est-à-dire que quand on parle de la France en faillite, j'emploie là évidemment des termes employés par de nombreux hommes politiques, hommes et femmes politiques, France en faillite, en France tout va mal. Bon, alors évidemment les chiffres sont impressionnants, évidemment on aimerait avoir moins de dettes, évidemment il faut maîtriser cette dette, maîtriser la dépense publique, voilà, les emplois qui vont avec, et réduire les collectivités, etc. On est dans une situation de crise économique, c'est autre chose, mais... effectivement, aucune comparaison directe avec un pays qui est endetté à plus de 170%, ce qui veut dire quand même que le PIB d'une année ne suffirait pas à rattraper cette dette, puisque voilà, en France, on est encore, mine de rien, en dessous ces 100% du PIB, et donc effectivement, rien de comparable. Et puis tu citais également le cas de l'Italie, qui est un pays intermédiaire un petit peu entre les deux, avec une dette qui dépasse les 100%, mais qui n'est évidemment pas au niveau de celle de la Grèce. Voilà, surtout pour rappeler que la Grèce était bien en avance, malheureusement pour elle, et pour l'Europe, à ce niveau-là. Bon, ce qui donne évidemment raison aux États qui font attention à leurs dépenses et à leurs dettes, pour évidemment toujours contrôler un petit peu. Raison, je ne sais pas, c'est de la manière dont on surveille les dépenses. C'était la grande polémique, je dirais, autour de la règle d'or, notamment le 3% le 3% de déficit. Voilà, est-ce qu'il faut être absolument à zéro voilà, surveiller ces comptes publics, oui, mais comment et jusqu'à quel point? Voilà, c'est une grosse question, je pense, qui pose débat, sur laquelle on s'est déjà interrogé ici. Et d'ailleurs, c'est une question qui est à nouveau sur la table avec les discussions que compte mener Alexis Tsipras, le leader de la Syriza, quand il dit qu'il veut renégocier la dette. C'est-à-dire que vous devez vous asseoir avec ceux qui détiennent votre dette. Donc pour la Grèce, c'est à plus de 40% un fonds européen de stabilité qui est une émanation de la BCE. C'est également des prêts, vous avez énormément de prêts bilatéraux, vous avez le FMI et vous avez encore d'autres choses, des acteurs privés, etc. Asseyez-vous sur cette... Ils peuvent même s'asseoir ici. Asseyez-vous autour d'une table et vous dites... Eh bien, vous m'avez donné de l'argent, je ne vous le rendrai pas. Imaginez la réaction si, déjà leur réaction, vous avez peut-être déjà remboursé, peut-être tout ou partie, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des intérêts quand vous faites un prêt. Donc voilà, peut-être qu'avec l'attente, les retards, etc., vous avez accumulé, des fois vous avez à payer 3-4 fois la somme initiale, peu importe. Si vous leur dites ça, et que, imaginons que la Grèce, dans 5 ans, malgré une dette, une table rase sur la dette, a à nouveau besoin, parce qu'on a toujours besoin de liquidités pour des grands projets. Si vous voulez construire des universités, des autoroutes, des musées, peu importe ce que vous voulez faire dans votre pays, il vous faut des crédibilités. Des liquidités. Donc, les liquidités viennent souvent par des crédits que vous remboursez plus ou moins facilement. Eh bien, à qui la Grèce va bien pouvoir demander ces liquidités? À personne, puisque c'est les personnes à qui elle avait demandé, elle leur a fait faux bond, elle leur fait un bras d'honneur. Donc voilà, il faut aussi se méfier et savoir comment elle va bien pouvoir faire table rase sur cette dette. Évidemment, les gens qui pensent que ça va se passer comme ça, c'est impossible. On peut pas rayer une dette, surtout pas dans une union intégrée comme l'Union européenne, c'est impossible. Voilà, on est bien effectivement sur des slogans politiques plus qu'autre chose. Nous allons maintenant passer à notre dernier sujet de ce soir. Merci messieurs déjà pour d'avoir débattu sur cette question de la Grèce. Évidemment, nous suivrons l'actualité. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et Facebook à cette émission et à venir éventuellement réagir avec nous dans une émission. Vous pourriez en être l'invité si vous avez quoi que ce soit à dire sur ce sujet. Contester ce qui a pu être dit, c'est
comme sur tous les sujets, vous pouvez évidemment le faire. Nous passons au dernier sujet. Nous avons également déjà parlé dans cette émission du devoir de mémoire à plusieurs reprises. Nous avons parlé de la guerre mondiale, nous avons parlé de tout cela. Et bien là, nous allons apporter un complément d'information. Vous le savez, peut-être ou pas. Eh bien, c'est en ce moment la commémoration des 70 ans de la libération du principal camp de la mort nazi qui a eu lieu le mardi 27 janvier, avec des questionnements. Alors voilà, il y a eu cette question de Vladimir Poutine, présent, pas présent sur ces commémorations. Vous le savez, la Russie a participé à la libération de manière générale lors de la dernière guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Voilà, hein, ce n'est pas encore la troisième guerre mondiale de 78 ou je ne sais quoi, on n'est pas chez Nabila. Donc deuxième guerre mondiale, les Russes avaient participé, évidemment dans le climat un petit peu tendu en ce moment au niveau européen et russe. Voilà, cette question était posée, tout comme peut-être quelques indications. Marc va commencer voilà, sur ses devoirs de mémoire, la Shoah, Auschwitz. Et j'ai vu un reportage cette semaine où effectivement était posée cette question, où on disait voilà, le village d'Auschwitz aujourd'hui, c'est un village où les gens ne sont pas très fiers entre guillemets d'habiter, parce que c'est pas évident de dire qu'on habite à Auschwitz. Oui, c'est vrai, c'est comme, personne ne peut vraiment le dire aujourd'hui d'habiter à et voilà, j'ai un trou. Vichy peut-être. Oui, alors non, Vichy c'est quand même une commune française. Non, je pensais à un sujet qui n'avait rien à voir avec Tchernobyl, pardon, voilà. Mais bon, c'était moins évident d'habiter à Tchernobyl qu'à Auschwitz. Mais voilà, ce sont des villes où il n'est pas facile de dire qu'on vient de là. Évidemment, aucune comparaison possible entre ce qui s'est passé dans les deux communes, ça n'a rien à voir. Mais voilà, pour situer un petit peu ce débat. Voilà, Marc, tu souhaitais commencer peut-être avec quelques informations, contexte, coup de cœur, coup de gueule sur ce sujet. Oui, alors formation, je sais plus quand est-ce qu'était exactement la journée dédiée à ça sur France 3, je sais plus si c'était mardi ou mercredi, je me souviens plus, où il y a eu la retransmission de toute la cérémonie à Auschwitz, où il y avait une espèce de mise en scène où en fait il y avait toute la porte d'entrée d'Auschwitz avec les rails qui se dirigent vers l'entrée, où la scène était élevée avec des personnalités politiques notamment, mais surtout la présence de réfugiés, alors soit de réfugiés d'ailleurs, soit de ceux des rescapés, c'est ça que je voulais plutôt dire. Et alors c'est vrai qu'il n'y avait pas une énorme pub. Enfin, excusez-moi de vous dire ça comme ça, on est quand même sur des trucs qui réfèrent à des choses atroces, évidemment, mais il n'y avait pas eu beaucoup de pubs, si bien que quand je suis tombé là-dessus, je savais que ça allait arriver, mais j'ai été pris de court et j'ai regardé, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment, je crois que c'est Monsieur Kent, ou quelque chose comme ça, un ancien rescapé d'Auschwitz, qui lisait la phrase de son père, qui est décédé, contrairement à lui, dans les camps, qui disait il faut toujours se rappeler de ce qu'on a vécu pour pas que dans le futur, enfin je résume, mais pour pas que dans le futur on refasse ce qu'on a déjà fait, ou plutôt ce que des personnes ont déjà fait, c'est pour le dire autrement évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a eu un gros travail aussi de la part, pas forcément d'historiens qui ont été invités, certains historiens ont été invités, notamment à France 3, mais il y a eu un gros travail de filmographie, j'ai trouvé. Un gros travail où on mettait des images choc, des images, des corps complètement... squelettique, je voulais un autre terme un petit décharné, et encore un autre terme encore plus fort, famélique. Ouais, non, aussi là on reste dans le vocabulaire, bref, en tout cas des corps complètement squelettiques, cadavériques, voilà, exactement, voilà, où il y avait vraiment tout ce travail. Et il y a aussi eu un travail dans la déconstruction de, elle t'a dit la Russie tout à l'heure, j'aurais voulu préférer que tu dises l'URSS parce que c'est pas... Oui, c'est pas la Russie qui est intervenue, c'est voilà, la Russie aujourd'hui, mais c'est l'URSS. Bien sûr, mais bon, voilà, c'est quelque chose de sémantique. Je sais que tu pensais pas à la Russie en tant que telle, oui, c'est plus à l'entité, mais voilà, mais c'est vrai que des fois, c'est des problèmes sémantiques, mais bon. Et c'est vrai qu'il y a eu, il nous montrait comment la Russie avait refilmé la libération des camps, qui était tournée notamment au camp de Treblinka, si je me souviens bien, en démontrant que
que la Russie avait employé des citoyens locaux, on va dire, pour rejouer la scène en 1950, avant que Staline meure. Je crois que c'est en 53 qu'il est décédé, Staline, je me souviens jamais. C'est ça ou pas ? 53, on est bien d'accord. Voilà, il y a eu toute cette mise en scène qui a été refaite avec le culte de la personnalité de Staline qui était là comme un espèce de chef, genre c'était lui qui avait sauvé tout le monde, etc. Ce qui est aujourd'hui assez intéressant et à la fois dramatique. J'ai écouté le Grand Journal, ce que je ne fais que très rarement, je l'avoue. Depuis que c'est plus Denisot, j'ai du mal. Mais bon, je laisse ça chambre d'un Antoine Decaune, que j'aime bien par ailleurs. Mais il y avait un invité, je me demande si c'était pas hier. Je crois que c'était hier soir. Oui, c'était hier que j'ai regardé ça d'ailleurs. Il y avait un invité qui était un journaliste de Mediapart. Alors un petit peu dans le même look que Plenel, la barbe bien noire brune, les cheveux bruns un peu longs, et on voyait donc ces fameux corps faméliques, selon l'adjectif du goût, qui est pas mal je trouve, mais voilà, mais je trouve bien, et qui disait voilà, on voit des corps totalement difformes et il faudrait plaquer le visage de Dieudonné là-dessus pour vraiment faire la comparaison entre ce que dit Dieudonné il disait exactement. Il faudrait montrer ça à Dieudonné, en gros, voulait dire ça. Voilà, il disait exactement, il faut, comme dans le film Orange Mécanique, lui mettre des allumettes pour le forcer à regarder, à garder les yeux ouverts, et finalement le mettre en face de ces images pour le laisser regarder ces images. Ouais. Alors t'as regardé le zapping, je sais pas. Voilà, exactement. Voilà. Moi j'ai regardé en vrai. Non mais moi, ce qui me choque, c'est comment, au bout de 60, on est 70 ans après, comment des espèces de, bon, je vais pas dire de termes d'insulte parce que je pourrais être attaqué, mais comment des espèces de journalistes, enfin des pseudo-journalistes arrivent avec ces images-là, à remettre un côté politique là-dedans. Moi, ça me choque éperdument de coller là-dessus Dieudonné qui n'a rien à faire là-dedans, si vous voulez. Non, mais qui n'a rien à faire là-dedans. Parce que je veux dire... Non, il a tout à fait à faire là-dedans. Mais non, pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout. Non, c'est juste pourquoi. Je le défends pas, c'est par principe que je le défends. Là. On va laisser Hugo répondre et puis tu répondras à Marc. Non, je laisserai après Marc faire le complément d'information, mais... Juste, il a affaire là-dedans parce que voilà, c'est un journaliste qui parle déjà, et je pense qu'il est affecté ou du moins concerné par l'actualité, c'est son métier, et l'actualité est qu'il y a un procès actuellement de Dieudonné, et je pense que... Mais fallait-il oser le parallélisme entre guillemets, entre 70 ans d'écart? Dieudonné n'était évidemment pas né à cette époque-là. Le procès de Dieudonné, c'est pour les propos sur Cohen, le journaliste, Cohen. Sur les chambres à gaz, quand on y pense, dommage. Il est suspecté de incitation à la haine. Incitation à la haine voilà. Raciale. Peu importe comment on appelle ça, la haine en tout cas. La haine. Oui, donc justement, c'était lié à cette... Ça n'a rien à foutre là. Ça, c'est lié au camp, et je pense que quand il parle de Dieudonné, c'est devenu aujourd'hui l'image commune du négationnisme en France. Oui, alors voilà, à juste titre ou non, ça bien sûr, chacun son idée. Je voudrais juste rebondir. Voilà, c'est pas juste. Voilà, on n'est pas là pour faire le débat sur un juste. Mais j'ai pas fini mon propos. Tu vas comprendre où je veux en venir. Je vais te laisser le finir, mais c'est juste parce que le journaliste, je pense, évoquait le négationnisme aujourd'hui et dire il n'y a pas de raison aujourd'hui de parler de ça. Il y a qu'à voir les images. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, et je donnerai la parole ensuite à Marc pour qu'il s'exprime. Mais quand dans les 2 dernières émissions que nous avons fait, donc celle de janvier, qui ont à chaque fois parlé des affaires de Charlie Hebdo et de la liberté d'expression, sans aucunement défendre ce que dit Dieudonné, évidemment, moi personnellement, je ne m'intéresse pas spécialement à lui. Quand Dieudonné provoque peut-être de la haine raciale en s'exprimant ainsi envers Patrick Cohen, le journaliste, en s'en prenant à sa religion quelque part, en s'en prenant à cette personne. Bon, on est sur de la liberté d'expression, on est sur de la liberté ou qu'il faut peut-être tout simplement stopper net si on considère qu'évidemment il a été trop loin. Mais on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'expression en tout cas, sans parler de liberté d'expression. Quand on a des milliers, des millions de personnes qui décèdent dans des camps, on est sur quelque chose qui n'a pas de commune mesure. On est sur un fait, et ce que peut-être il faut dire, c'est que on compare deux choses qui sont quand même malgré tout différentes, même s'il évoque les fours et compagnie, Auschwitz, les camps, voilà, je vais y arriver, les camps de concentration, voilà, on n'est pas, voilà. Alors maintenant, a-t-il provoqué la haine? Ça, les juges, évidemment, auront un avis sur la question, et il sera condamné ou non pour ses propos, évidemment.
Oui, voilà, tu as poursuivi un petit peu ce que je voulais dire, c'est que le parallèle est absolument. Je trouve que ça n'a pas sa place ici, c'est histoire de dire. J'ai l'impression que c'était. Encore de mettre de l'huile comme sur si le feu, c'était finalement. Voilà, c'était comme si en fait un représentant de Mediapart venait dire, bah vous voyez, chez Mediapart, entre guillemets, on est du côté des gentils. C'est un peu l'expression que ça m'a donné. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est entendre Jean-Michel Apathy juste après qui disait oui, ça devrait être interdit parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Guesso. Et je me dis aujourd'hui, Est-ce qu'on peut préciser peut-être la loi Guesso? c'est la loi qui interdit de faire des enquêtes ou même de prononcer ou de penser ou de le dire qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz ou pour aller encore plus loin pour dire que le génocide des Juifs c'est peanuts. Donc le négationnisme. Mais la Guesso c'est pas que ça, il y a d'autres domaines, ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. En fait, c'est la négation des crimes contre l'humanité. Voilà. Voilà. Et pour accoler aux Juifs, ça donne ce que je viens de dire essentiellement. Finalement, ce que tu dénonces, et je vais peut-être te laisser répondre ensuite, ce qui serait logique, ce que tu dénonces, c'est Apathy et ce journaliste de Mediapart qui finalement font du politiquement correct Oui. en disant ce qu'évidemment tout le monde dit aujourd'hui parce qu'il est interdit finalement de dire le contraire, de condamner parfois peut-être de manière un petit peu trop abusive finalement ce qui s'est produit, alors qu'évidemment personne, si, il y en a, mais alors que bien sûr la plupart des gens trouvent ça abominable, atroce, et ce qui s'est produit, mais finalement à force de faire du politiquement correct, à tomber dans le c'est évident que on en fait des caisses finalement. Et justement, et là j'invite pour exactement illustrer didactiquement ce que tu dis, il faudra repasser le discours qu'a eu Manuel Valls, je sais pas si c'était le jour même ou le lendemain ou avant-hier, en disant 70 ans après patati, 70 ans après patati, 70 ans après Charlie Hebdo, 70 ans après antisionisme, qui donne antisémitisme, On fait des parallèles dans l'actualité. toute la reprise pour des gens qui n'inspiraient qu'à une chose à l'époque dans les camps, c'était la liberté. Toute cette reprise de tout ce pas marketing, mais toute cette, je voulais pas dire marketing, je veux dire enclavement, comment dire, je trouve plus mes mots, voilà, cet encadrement, je sais pas comment on peut dire, juridiquement ou même déontologiquement, si on peut dire ça comme ça, je trouve ça absolument tragique. Surtout que ce qui moi me choque dans cette affaire, c'est que déjà les parallèles sont terribles, et c'est toute cette reprise en fait qui est à mon avis abominable. Quand on entend des gens qui sont au bord de l'effondrement, on comprend, les rescapés, ça doit être terrible de reparler 70 ans après de ce que eux ils ont vécu. Quand on voit toute cette reprise, en fait on se sert, je trouve qu'on se sert de ce crime contre l'humanité pour légitimer d'autres actions qui ne sont pas forcément corrélées. Je m'explique pourquoi, et je termine sur cette phrase. Alors évidemment, il y en a qui sont aussi antisémites, évidemment. Mais ça c'est même pas... Voilà. Mais comme il y en a qui sont racistes à d'autres égards. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, il y aurait beaucoup plus de bénéfices à casser la loi Guesso, qui permettrait, en fait, si on abandonne le politiquement correct, qui permettrait d'aller au fond des choses, de discuter avec des gens qui pensent le contraire, d'essayer d'avoir un débat construit avec des gens qui disent oui, qui disent non. Et là, au moins, en fait, les gens se diraient pas, vous voyez, il y a une loi Guesso qui empêche de faire ça. Ça veut dire qu'il y a quand même un pouvoir des Juifs qui fait ci, qui fait ça. Donc du coup, les Juifs dominent tout. Du coup, voilà, peut-être que pour ça, Hitler, il avait raison. Vraiment, c'est point Goldwyn, excusez-moi de vous dire. Mais vous voyez, la logique, c'est plus, à mon avis, tu comprends ce que je veux dire, c'est plus on va loin surtout dans des crimes, dans ce qui est convenu d'appeler mort aux Juifs, l'hypercacher ou autre. C'est-à-dire que certains mettent des fois une causalité sur une loi qui empêche de faire ceci. Donc, si ça fait ça, du coup, c'est tragique parce que il y en a qui sont facilement embrigadés. En disant, vous voyez, on peut pas travailler là-dessus. Finalement, en fait, l'État, à mon avis, récolterait le fruit de ses efforts si la loi Guesso se cassait et qu'il y avait des débats organisés sur le service public avec ceux qui sont négationnistes. Alors, pour le dire très rapidement, ceux qui nous disent que les Juifs ont été tués, mais pas avec des chambres à gaz, donc ça peut être par d'autres moyens. Mais voilà, avoir un débat raisonné entre historiens et contradicteurs. Je vais prendre le contre-pied de ce que tu dis. La difficulté, ce serait évidemment d'avoir ce débat dans la société actuelle où tout le monde n'a pas le même niveau d'information, où les choses sont déformées, où on est dans un monde où tout va très vite, où on dit n'importe quoi, où on ne peut pas empêcher la communication politique telle qu'elle est, et donc la reprise des arguments, etc. J'imagine qu'Hugo est d'accord avec ça, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a tout cet arsenal juridique qui, alors on en
a discuté dans les 2 dernières émissions. Provocation à la haine, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on l'a dit. Pareil sur voilà, Apologie du terrorisme. apologie du terrorisme, des choses qui sont difficiles, ce qui force évidemment les gens à être très prudents, et on le voit d'ailleurs dans cette émission, à essayer de dire des choses, à mettre des mots sur des choses très compliquées finalement. Voilà, tout un arsenal qui verrouille totalement la possibilité finalement de tomber dans ce qui s'est produit dans le passé, et ce qui finalement est souvent mis en avant dans le cadre du devoir de mémoire et de tout ce qui est lié. Hugo, j'imagine que c'est également cela Voilà. dont... Ils sont plusieurs, je crois. Non, non, non. Ah, mouche-toi. Alors, Moi, C'est gentil de faire sortir des choses qui ne s'entendent pas forcément à l'antenne, Marc. Je suis malade, mais complètement. Ouais, complètement mais malade, pas mais psychologiquement. je peux encore réfléchir. Alors, sur la loi Guesso, je suis d'accord avec Marc. En effet, c'est un peu dommage, c'est même totalement dommage d'empêcher le débat. Je pense que la plupart des historiens s'opposent à cette loi qui est complètement aberrante d'un point de vue scientifique, dans le sens où elle empêche la recherche et le débat. Donc, elle n'est pas en fait, elle pourrait, son abrogation pourrait justement faciliter la tâche de ceux qui luttent contre le négationnisme, dans le sens où on pourrait avoir des débats sur le service public, comme tu l'as dit, dans les universités, mais aussi le développement peut-être... c'est aussi le rôle de l'État que de développer des sites, je pense, sur ces grandes questions d'histoire qui font polémique, donc savoir quelle est la vérité. Il n'y a pas de vérité en histoire. De quoi s'approche-t-on le plus? Et qu'est-ce qui s'est passé entre 40 et 44 exactement? Et un peu avant, parce que les camps ont commencé dès 33 ou 34, je ne me souviens plus exactement. Voilà. Mais en effet, la loi, je pense que oui, c'est une erreur. Ça ne veut pas dire que tous ceux, et puis on l'a bien vu, il suffit de consulter les pétitions, tous ceux qui signent ces dites pétitions contre la loi Guesson pour son abrogation sont des révisionnistes. Ce sont la plupart du temps des historiens classiques, je dirais, comment on pourrait dire, dans le droit chemin, presque entre guillemets, pas révisionniste pour un sou, ou il faut pas, ou peut-être révisionniste parce que toujours l'histoire peut être révisionniste dans le bon sens, hein, ce n'est pas... Il y a eu des controverses d'historiens, historiographiques, on a certains spécialistes d'ailleurs à Marne-la-Vallée qui pourraient en témoigner, des vérités viennent... viennent annoncer des nouvelles choses dans l'historiographie, rien de dramatique. Ici, on a une trame annoncée. Sûrement que d'année en année, on va rajouter des éléments. On trouve des éléments de correspondance. Une année d'Hitler, une autre année d'Himmler. La troisième, ça sera de Goebbels. La quatrième de Pétain. Peu à peu, on constitue et on complète l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence. Oui, on est 70 ans après la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, mais on n'a pas fini d'écrire l'histoire. Donc, empêcher l'histoire d'être contestée, débattue, je trouve ça un peu stérile, même parfois puéril, et contre-productif. Et oui, contre-productif. Après, oui, c'est un peu dommage parce que il y a certaines théories qui sont très facilement déboulonnables. Il y a des choses très fragiles, mais en parler à la télé, ça permettrait à tout à chacun d'accéder à ces connaissances. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Marc... À condition que le politique n'entre pas en ligne de compte finalement. Évidemment. Il faudra un nouveau Bernard Pivot en fait. Mais comme l'a dit Marc, c'est parce que ces théories sont mises à la marge qu'elles sont mises en avant. Mais ça marche toujours comme ça, parce qu'on se victimise. Juste un point par contre, je suis pas d'accord sur le fait de récupérer ces événements-là. Je pense que c'est la nature des choses. Je trouve que ça fait partie aussi du devoir de mémoire que de comparer ce qui s'est passé en 44 avec ce qui se passe aujourd'hui et de dire que les leçons de l'histoire n'ont pas été retenues. Je pense que c'est là le ferment du devoir de mémoire, et donc
Bon, évidemment, quand ça sort de la bouche d'un Premier ministre, ça sonne un peu différemment, mais je pense que le Premier ministre aussi mène des politiques publiques, mène la politique de l'État de manière générale. Et donc, que cela rentre entièrement dedans. Quand François Hollande déclare qu'il faut... voilà. La Shoah doit pouvoir être enseignée sans aucune restriction, c'est sa citation. Voilà, donc ça fait partie aussi des programmes scolaires, donc du domaine du ministère de l'Éducation nationale. Le Monde sort un article, enseigner la Shoah, c'est parfois moins facile qu'avant, effectivement, avec quelques éléments là-dessus. Oui, je te laisse terminer. Alors, juste si on peut faire un complément quand même, parce que c'est le moment aussi d'apprendre. Ça fait partie du devoir de mémoire. Quelques chiffres, toujours des chiffres. Je sais pas si ça parle à tout le monde, mais le camp d'Auschwitz-Birkenau, pour ceux qui n'ont pas regardé les documentaires, c'est quand même 1,1 million de morts, dont 960 000 juifs, entre 40 et 45, donc en 5 ans. La Shoah, c'est 5 à 6 millions de morts selon les chiffres. Certains chiffres un peu plus contestés annoncent largement moins, Marc pour C'est-à-dire que dans les années, et même Finkielkraut le disait à l'époque, je crois que c'est fin 80, non, années 80-90, il y avait une plaque commémorative d'Auschwitz, de la Shoah en règle générale, il disait 3-4 millions. C'est ce qu'avant les chiffres disaient. Après, je sais pas comment on en est arrivé aux 6 millions. Voilà, il y a eu des nouveaux calculs. Voilà, c'est des ouvrages. Les ouvrages balancent souvent entre 5 et 6 millions de morts. Et... donc ça c'est pour la Shoah, donc l'exécution, ce qui signifie anéantissement en hébreu par ailleurs. Donc voilà, c'est le génocide des Juifs en Europe. Et pour les camps de manière plus générale, donc là sous l'Allemagne nazie, c'est entre 15 et 20 millions de morts au total. Parce que on a concentration et l'extermination. Voilà, donc les camps de travaux qui finissent en camp d'extermination. Donc là, on a une ribambelle de juifs, de tziganes, d'homosexuels, d'handicapés, et de prisonniers politiques, de prisonniers de guerre, etc. etc. Alors, rappelons effectivement, puisque Hugo, tu parlais du devoir de mémoire, il y a le musée d'Auschwitz qui est à Auschwitz, justement. Donc voilà, si les gens peuvent s'y rendre pour en savoir plus et découvrir effectivement ce qu'a été cette histoire. Je ne l'ai pas dit, voilà, c'est vrai que j'aurais dû le dire en introduction, Auschwitz qui se trouve en Pologne, ce qui justifiait effectivement mon introduction sur les histoires avec la Russie, puisqu'on le sait, c'est pas un contexte évident en ce moment, géopolitiquement parlant. Ça n'a jamais été. Ça ne l'a jamais été et ça ne l'est plus encore. Oui, et juste signaler pour ceux qui veulent aller peut-être un peu moins loin qu'à Paris, il y a un mémorial de la Shoah qui va d'ailleurs agrandir son sein. Dans le Marais, à côté de l'hôtel de ville, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, voilà, dans le premier arrondissement. Voilà, vous saurez tout. Si le RER A fonctionne, c'est très facile d'y aller depuis Marne-la-Vallée, sinon ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, cette référence à cette journée compliquée sur le RER A suite à un retrait, évidemment, enfin compliqué, carrément, quasiment impossible si on est sur les tronçons RATP, puisque les conducteurs ont exercé leur droit de retrait suite à l'agression d'un conducteur de train hier soir. Donc voilà, Valérie Pécresse qui condamne, je le dis parce que je l'ai vu sur un tweet, Valérie Pécresse qui condamne évidemment ce qui s'est produit, et bien lui en face, mais qui s'est permis d'ajouter qu'elle trouvait pas normal que les conducteurs aient aujourd'hui pris en otage les personnes. Alors évidemment, tout le monde se sent très, très énervé quand les conducteurs ne permettent pas le service de train, de transport en commun, pour lequel les gens payent évidemment. Mais alors là, voilà, on est effectivement rappelé par l'actualité quand on parle de prise en otage et qu'on pense à ces gens qui se sont retrouvés face au Kalachnikov des terroristes il y a quelques semaines en France. Le terme de prise en otage aurait peut-être pu être maîtrisé par Valérie Pécresse, qui n'en manque pas une, comme de nombreux hommes politiques, je vous rassure. Mais voilà, je tenais à le dire aussi pour conclure cette émission, parce que c'est quand même assez intéressant de le souligner. La communication politique, vaste sujet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, tiens, on vient de le dire. Bon, on prendra toutes vos remarques, qu'elles soient, je dirais, politiquement correctes ou incorrectes, mais voilà, toujours dans le respect de la liberté d'expression, mais de la liberté des autres également. Et puis Twitter et Facebook, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Marc d'avoir participé à cette émission. Merci Hugo. On salue évidemment tous ceux qui nous accompagnent en permanence et qui n'ont pas pu être là ce soir. Voilà, certainement privé de transport. Je pense à Maxime qui est dans les bouchons, voilà. Et voilà, ce n'est pas toujours évident, mais on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission. Rien de plus, messieurs.
Non, merci à tous et merci à toi Nicolas. Merci. Bonne soirée et à très bientôt sur Radio Rec. Bisous. Radio Rec. La radio étudiante. Place au jeu. On cherche une émission de radio. Une émission de radio, un indice, chez vous, là. Oh, je l'aime ce jeu. Top, je suis une émission de débat diffusée tous les jeudis de 18h30 à 20h en direct sur l'antenne de Radio Rec. Je n'ai pas la langue dans ma poche, je parle société, histoire, économie, géopolitique, tous les sujets sont évoqués sans langue de bois, je suis... Politiquement incorrect. Ah oui, tu gagnes Encyclopédie Larousse des arts et des lettres en 97 de livres. Politiquement Incorrect, c'est tous les jeudis soirs en direct à 18h30 sur Radio Rec et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur radio-recc.fr.